Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, bonsoir. Merci Jean-Paul et merci effectivement d'être là nombreux. Et en parlant de podcast, ça me fait penser que Horizon perdu, le précédent film, le film de 1937 de Frank Capra, avait fait l'objet d'une projection ici et d'un long et nourri commentaire, comme tu dis, par Jean-Baptiste Thorey. Je vous invite donc à voir le film par vos propres moyens et à écouter ce qu'il en disait. Pourquoi ce film résonne avec le suivant? Pas du tout par similarité, disons, de surface, parce que Horizon perdu, c'était un drôle de truc, c'était une sorte d'utopie, c'était un roman adapté par Capra, donc en 1937, sur un type, un petit groupe d'Américains dans un accident d'avion, pris dans un accident d'avion et qui se retrouvent dans une sorte de communauté improbable au fin fond du Tibet, qui est là depuis environ 200 ans et qui vit complètement en autarcie, avec des principes de sagesse, un peu une sorte de syncrétisme bouddhique, religieux, enfin tout ce que vous voulez, de grande sagesse. L'idée étant qu'on vit quand même mieux protégé du monde, de son fracas, de son stress, de son utilitarisme. Voilà. Le film avait coûté extrêmement cher. Il y a des paysages de montagne, etc. Il fait perdre de l'argent à la Columbia. Alors si vous êtes venu depuis le début du cycle, vous savez que la Columbia n'est pas un studio très riche. C'est une major, mais la plus petite, la plus pauvre des majors. Et donc ces dépassements de budget par Frank Capra, qui a commencé à devenir la vache à lait du studio, mais en même temps, du coup, il avait un ego quand même assez affirmé, et donc il est conscient de son importance pour le studio et il fait des dépassements de budget. Donc là, c'était le cas pour Horizon perdu. Du coup, conflit avec le patron du studio, Harry Cohn, un peu un sale type quand même, de caractère, et ça va loin, ça va jusqu'au procès, ou en tout cas à des règlements de compte entre avocats. Ce qui fait que le projet de Capra sur Frédéric Chopin est un peu mis entre parenthèses, et il sera effectivement jamais tourné parce qu'il coûtait aussi beaucoup d'argent. Et donc, vous ne l'emporterez pas avec vous, et pensez comme une sorte d'intermède, un petit peu facile à faire, rapide à tourner, enfin rapide, 2 mois environ. Et c'est vrai que Capra, du coup, fait lui-même une sorte de petite somme de ce qu'il aime faire, de ce qu'il sait faire dans ce film. J'ai trouvé, nous on l'aime bien avec Jean-Paul, et on a trouvé que c'était aussi une façon de s'arrêter un petit peu sur son petit monde d'une certaine façon, et de le regarder vivre avec un décor quasi unique, des croyances politiques ou des affirmations politiques intéressantes et assez syncrétiques elles aussi, et puis un amour des acteurs. Donc je vous avais parlé de Jean Arthur qui était dans Mr. Deeds la fois dernière. Elle revient, elle tournera encore d'autres films avec Capra. Et puis c'est la première fois, c'est le premier des 3 films de James Stewart avec Capra. Capra l'a repéré dans un petit rôle où il jouait une sorte d'apprenti de la marine, à l'académie de marine, mais il a tout de suite vu quelque chose qu'il va continuer à admirer pendant toute la carrière de Stewart, à savoir, vous ne voyez pas un acteur jouer, vous voyez l'âme d'un homme, quoi. Il sent qu'il y a vraiment quelqu'un, on dirait un mensch en bon américain. Donc voilà, c'est ce qui lui plaît. Il lui plaît aussi l'idée que Stewart a des airs d'intellectuel, écrit Capra. Donc voilà, son amour des acteurs, sa façon de travailler avec eux, et aussi son idée de l'Amérique nous semble assez bien représentée dans ce film. Donc voilà, bon film, à tout à l'heure. Le film est long et je voudrais parler de ce rythme-là en particulier. Peut-être quand même, je vais être brève ce soir parce que justement il est long. Mais peut-être repartir de cette fin qui condense à la fois tout Capra d'une certaine façon et aussi toutes ses limites, tout ce qui peut nous paraître vraiment impossible à digérer dans les happy end hollywoodiens.
Donc là, c'est pas un Deus ex machina. Si vous avez vu La vie est belle, voilà, il y aura une histoire d'ange. Là, on reste sur Terre, même si le discours est un discours à Dieu à la fin. Mais c'est vrai que cette réconciliation des classes à la fin, à travers en musique, à travers l'harmonica, même si elle est programmée dans le film avec la récurrence de cet instrument. Voilà, et particulièrement ce qu'on appelle en américain Capricorn. Le Capricorn, c'est une notion qui a été forgée pour faire un jeu de mots, pour dire corn, c'est la mièvrerie. Et le Capricorne, c'est un jeu de mots avec Capricorne. Et c'est vrai que cette fin, elle montre l'étendue de cette volonté unanimiste comme ça de réconciliation des classes, et elle peut être difficile à admettre. Et pourtant, il me semble que justement, elle résume la raison pour laquelle ce film est long, parce qu'il y a deux films où il y a deux Capra, et ça le définit justement, cette espèce de chose à la fois emmêlée mais pétrie de contradictions. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a un fil qui est le fil politique, qui lui-même est finalement assez paradoxal, ou qui peut être difficile à démêler. Qu'est-ce que c'est que cette idée à la fois de rejeter tous les ismes, toutes les idéologies, à travers cette tirade du grand-père sur les ismes, et quand même, en fait, vous vous souvenez, même à la fin de cette petite scène sur les ismes, d'en garder un qui est l'américanisme. Donc vous voyez déjà, première contradiction, l'américanisme avec, voilà, il égrène toute la liste des pères fondateurs de l'Amérique, mais aussi Thomas Edison, l'inventeur, et après tout l'inventeur aussi du cinéma. Et qu'est-ce qui donne Mark Twain aussi, l'esprit américain, voilà, vraiment dans une liste de courses, dans une liste de noms. En même temps, faire cette liste de l'américanisme, c'est quand même pas un hasard si c'est une liste d'individus, c'est une liste de noms de gens. Et donc ça dit aussi que ça, c'est assez cohérent, c'est-à-dire l'idée politique ou philosophique de Capra, qui est que cet individualisme-là, il vaudra toujours il sera toujours meilleur que le système. Donc c'est un idéalisme, donc c'est un isme, mais en même temps qui est basé sur l'individu. Et quand même, ce film-là, qu'on trouve que c'est excessif ou non, est l'un des films qui développe ça, qui déplie cette idée le plus. Donc en fait, je trouve il y a une très grande cohérence entre, disons, tout ce qui est discours politique, philosophico-politique sur ces questions, qui donne l'apparence d'être un discours sur le capitalisme, l'indéisme, et ça l'est. Vous savez que Capra, il a fait La Ruée, je crois que c'était en 1932, American Madness, qui était l'histoire d'un banquier, et d'un banquier, un héros positif, un banquier qui arrivait à faire comprendre qu'il fallait faire circuler l'argent et pas le thésauriser. Donc c'était à la fois une idée économique, politique, et à la fois, voilà, une certaine philosophie de la vie. Donc c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est pas... mais malgré tout, ça, c'est lié à des racines, comme je disais, plus philosophiques sur ce que c'est que l'individu, le système, l'idée de l'Amérique et tout ça. Donc il y a toute cette partie-là. Mais là où je dis que le film prend son temps, prend peut-être trop de temps et n'a plus le rythme qu'on peut aimer, très sec comme ça, des premières comédies de Capra, c'est parce que justement, cette façon de le déplier, il faut qu'il y ait des individus dans le film. Et donc il faut que le film y soit ancré dans cette maison, dans cette maisonnée plutôt, et qu'il y ait toute cette famille, mais cette famille, pas seulement dans des situations où elle interagit, ça c'est commun dans tout le cinéma, des scènes de dîner, des scènes où on a quelque chose d'important à dire et où se jouent des dynamiques familiales, etc. Mais que cette famille soit composée d'individus irréductiblement individuels et donc fantasques. Et donc, en fait, tout ça, c'est ça qui prend du temps, c'est-à-dire de montrer que, en fait, il n'y a pas de groupe qui n'est pas composé d'individus. Alors, ça paraît
ça peut être une évidence politique. Cette idée qu'il n'y a pas de masse pour Capra, c'est un gros mot. La masse, ça ne doit pas exister politiquement. Et par contre, ça peut être une foule énorme. Et vous voyez que le film, quand même, va assez loin. Il me semble que rythmiquement, qu'il y a une montée du peuple, enfin, du nombre de gens. Par étapes comme ça. On a la famille, c'est déjà la famille ou bien le conseil d'administration. Bon voilà, on a un groupe qui peut être contenu autour d'une table, on pourrait dire. Et puis il y a des étapes et où ça devient vraiment une foule, mais à chaque fois une foule qui n'est pas une masse. Et notamment, l'une des premières étapes, c'est le petit groupe de locataires, beaucoup plus pauvres que la famille centrale des Van der Hoef du film. Et puis ensuite, il y a une autre étape, par exemple, la prison. Et si vous avez vu Mr. Deeds, bien sûr, ça fait écho avec les scènes, avec d'abord le chômeur qui débarque chez Gary Cooper, devenu millionnaire, et puis deuxième étape, quand le millionnaire veut distribuer de l'argent aux pauvres pour qu'ils cultivent un lopin de terre, là, il y a un effet, là encore, de foule, mais pas de masse. Et on se souvient de chacun des visages comme une série de portraits qui font penser à Walker Evans, qui font penser à toute cette photographie américaine des années 30. Il me semble que là aussi, il y a ça. Dans la scène du procès en particulier, moi me frappe ces visages, mais dans la scène aussi avant de la prison, où il y a une diversité, y compris ethnique, mais où il y a quelque chose de très cruel avec l'histoire du cigare. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que le film organise aussi la présence de plus en plus forte du peuple, c'est l'une des grandes questions de Capra, en fait. Comment on fait des films qui ne sont pas des films épiques, et en même temps qui brassent suffisamment de gens et qui portent cette idée de peuple, quoi. Bon, donc ça me frappe. Et puis comment ça s'est noué au côté complètement foufou, zinzin, voilà, un peu croquignolet, un peu pittoresque, un peu trop pittoresque, de montrer une maisonée, un seul espace en plus, hein, c'est un loft, hein, c'est une sorte d'espace ouvert, évidemment très théâtral. Le film est tiré d'une pièce qu'a aimé Capra quand il est allé à New York pour la sortie de son film précédent dont je vous parlais, et il a rajouté des choses, mais bien sûr qu'il y a une base théâtrale, donc le fait qu'il y ait ce lieu principal est aussi ça. Donc il y a cette espèce de petit théâtre comme ça où chacun joue un rôle et qui devient peut-être un peu mécanique d'une certaine façon une fois qu'on a compris la fantaisie de chacun des personnages. Voilà, alors je pose un petit peu ça, cette tension, le fait que ça fluctue entre toutes ces, mais que quand même il y a un côté somme, et j'aimerais bien que le dialogue s'engage. Oui, moi je trouve qu'aussi qu'on a l'impression qu'il n'y a pas, dans le film, il n'y a pas des personnages principaux. Oui. Ils sont tous, toute la famille est composée de personnages principaux. Oui, ça très revient juste à ce que vous disiez avec les individus, quoi. On a l'impression que tout le monde est aussi important que le couple. C'est très juste ce que vous dites, et la tentation, évidemment, ce serait, nous, on voit James Stewart, on pense qu'il va avoir un rôle, par exemple, plus important, ou même Jean Arthur, dans plein d'autres films, y compris chez Capra, y compris dans Mr. Deeds, il y a un couple, le centre du film. Alors là, le couple, c'est un couple en devenir, voire un couple qui va peut-être pas advenir. Et alors, moi, c'est ce que je préfère dans le film, justement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a cette espèce de vitalité extrême qui nous est montrée au début, dans La Maisonnée, avec Ann Miller. Alors, je mentionne juste certains des acteurs, parce que si vous avez vu notre cycle sur la comédie musicale, Parade de printemps, voilà, si vous aimez la comédie musicale, peut-être que vous connaissez Ann Miller, qui est une très très bonne danseuse de claquettes, notamment. Et si vous avez vu Mulholland Drive, il y a peut-être plus de gens qui ont vu Mulholland Drive que Ann Miller jeune. Elle joue la voisine un peu âgée et un peu azimutée, un peu inquiétante. Enfin, tout le monde est un peu inquiétant chez David Lynch, mais dans Mulholland Drive.
Petite parenthèse sur Ann Miller, pardon, et Ann Miller, c'est Essie, c'est la danseuse, la sœur. Mais pourquoi je disais ça? Parce que, oui, moi, c'est justement ce que je préfère, et parce que ce sont les scènes à l'intérieur de ça. Donc il y a la vitalité de la famille tourbillonnante, mais un peu trop tourbillonnante. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a quelque chose de velléitaire dans la façon dont ça nous est montré. On fait ce qu'on veut, chacun fait ce qui lui plaît, etc. Cette espèce d'hédonisme-là, assez vite, il tourne à vide, littéralement, il tourbillonne, il tourne en rond, c'est burlesque, je veux dire, il tombe par terre, enfin le russe est complètement caricatural. Bon, il y a cette chose dont on comprend assez vite que ça peut être un peu drôle, mais c'est pas non plus hilarant. Enfin, il y a quelque chose de presque un tout petit peu inquiétant, me semble-t-il. Et puis de l'autre côté, il y a toutes ces histoires de banquiers, de côté un peu manichéen, les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, etc. Donc on est un peu... on a du mal, je trouve, à se positionner d'une certaine façon. Et par contre, dans cette grande chose un peu manichéenne, il me semble qu'il y a des scènes extraordinaires, en fait. Moi, c'est ça qui m'a, en le revoyant, qui me touche toujours, c'est les scènes où le couple est en train de se former. Et qui n'ont l'air de rien, c'est-à-dire qu'elles sont ni tourbillonnantes, ni des grandes idées sur l'amour, ni tellement idéalistes par rapport au couple. La première, c'est l'histoire du téléphone avec la tête penchée de Jean Arthur. C'est incroyable parce qu'il y a assez peu, si vous connaissez le cinéma des années 30, il y a assez peu de gros plans. Et quand il y en a, et là il y en a plutôt beaucoup, et on est très près. Et finalement, on voit assez peu leur visage, puisque on voit beaucoup sa chevelure, lui aussi il est tourné, il est penché vers elle. L'histoire du téléphone où elle doit se contorsionner pour répondre en décrochant sans ses mains, etc. Et tout ça, en fait, en un plan rapproché, fait penser, enfin, en tout cas évoque, me semble-t-il, le fait d'être allongé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est simplement au niveau de la tête, ils ont les têtes allongées. C'est pas qu'ils couchent ensemble, mais il y a quelque chose de cette intimité-là qui tout à coup est créée. Et avec rien, littéralement avec un accessoire qui est le téléphone, et les deux qui se parlent et la position de leur tête, parce qu'on voit rarement un dialogue amoureux dans cette posture. Et on ne s'en rend pas forcément compte comme ça tout de suite. Puis après, par exemple, il y a un rappel qui est quand elle a cette discussion intime avec son grand-père sur sa grand-mère dans la chambre, et où on a la même échelle de plan, d'une certaine façon. Et ça nous signale, le plan est rapproché, ça nous signale quelque chose de l'ordre de cette intimité, avec le très beau geste, mais elle était comment? Hop, il pointe juste vers le miroir. On n'a même pas besoin qu'elle se regarde, c'est pas souligné. On n'a pas besoin de voir son image à elle. On a compris. Et ça, c'est très beau, je trouve. Et toute cette histoire de la grand-mère, évidemment, est reliée à la maison. C'est-à-dire en quoi la maison, elle a une valeur sentimentale. Mais comment ça, c'est relié à l'histoire du couple en devenir, me semble-t-il, c'est que dans cette scène, il l'appelle un fantôme. Vous vous souvenez? Il l'appelle, elle, un fantôme, et assieds-toi là, parce que les fantômes, ça ne disparaît pas en position assise. Quand ça arrive, on n'a pas encore eu l'histoire de la grand-mère, de son parfum qui reste dans la chambre sans qu'on sache ce que c'est, etc. Et pourtant, voilà, quelque chose est brodé et cousu de cette intimité. Là encore, on relie pas forcément tous les points tout de suite, mais je trouve que c'est cousu et ça crée quelque chose de très intime. Et puis, troisième étape qu'on oublie un petit peu, parce qu'après, il y a tout ce côté burlesque, un peu laborieux quand même, du restaurant avec l'écriteau. Mais avant ça, qui est qui sera beaucoup mieux faite, enfin, en fait, qui est une redite du film de la même année d'Howard Hawks, L'impossible Monsieur Bébé, où pareil, il y a un problème de robe déchirée et où Cary Grant doit marcher derrière Katharine Hepburn pour sortir du restaurant, mais qui est beaucoup plus drôle, me semble-t-il, chez Hawks. Mais avant ça, il y a la scène du banc, pareil, où au lieu d'aller au ballet, en fait, ils vont juste à Central Park ou enfin dans un parc, et où se crée aussi, je trouve, alors on sait que c'est en studio, enfin voilà, tout ça, il y a une forme de convention, mais si on écoute ce qu'ils se disent,
c'est nulle part dans d'autres films hollywoodiens, c'est pas du tout si convenu que ça, puisque de quoi il lui parle? Il lui parle d'inventer des panneaux solaires, en gros. Il lui parle de cette histoire de petits moteurs qui sont dans l'herbe et qui, avec la chlorophylle, comme si on pouvait imiter ce système, etc. Et le fait que ça, ce soit un dialogue amoureux aussi, et cette connexion à la nature qui est complètement incongrue, alors que ce sont des citadins, que le film est complètement à New York, etc., voilà, me semble participer de la création d'une intimité, mais plus spécifiquement, je me demande si ça ne renvoie pas à ce dont je vous parlais sans doute un jour quand je parlais de Stanley Cavell, le philosophe qui a parlé des comédies de remariage. Il dit qu'il y a toujours ce qu'on appelle le monde vert chez Shakespeare. Il emprunte ça à Shakespeare, c'est-à-dire dans ces films américains-là, l'idée on va à la campagne, on va un peu à la campagne, et puis là se passe quelque chose, et c'est là que le couple va se refonder. Donc c'est un espace hors de la ville, un peu utopique d'une certaine façon, enfin à la fois très vrai, c'est la vraie campagne de l'Est des États-Unis, et à la fois voilà, c'est un espace plus symbolique. Et finalement, je me disais que c'est pas du tout conscient, mais rien que dans cette petite discussion sur les brins d'herbe, se dit la possibilité de ce couple à venir, voilà, que ce couple embryonnaire, quoi, véritablement embryonnaire, alors que le couple, d'habitude dans les autres films, c'est toujours central, c'est toujours le cœur de l'intrigue, et là, en fait, il est voilà, un peu noyé dans la famille, mais je trouve que du coup, c'est une très bonne chose, ça fait comme une sorte d'écrin, de très gros écrin autour de ces tout petits moments. Et pardon d'avoir développé à partir de votre question, mais ça me faisait penser à ce statut-là des différents acteurs. Je n'ai pas parlé d'Edward Arnold, par exemple, qui joue Kirby, qui va jouer aussi dans deux autres, comme James Stewart, dans deux autres films de Capra, et qui va devenir une figure de plus en plus inquiétante et de plus en plus maléfique à mesure que les films passent. On parle là d'une dizaine d'années, disons, entre la fin des années 30 et la fin des années 40. Il y a vraiment quelque chose qui, de même que le bon grand-père Van der Hoof, joué par Lionel Barrymore, Lionel Barrymore, vous savez qu'il fait partie d'une grande dynastie d'acteurs de théâtre, mais c'est le premier à avoir fait du cinéma dans sa famille, et beaucoup chez Griffith, dans les années 10, et il a lui-même réalisé des films. Bon, grand acteur, et dans La vie est belle, ce sera le méchant promoteur, etc. Donc en fait, voilà, on est à un moment de Capra où c'est encore possible la réconciliation des classes, même si c'est dans un happy end musical, comme si en fait elle est possible au-delà des mots, quoi. Il y a une espèce de sortie par la musique, mais on ne va pas résoudre des questions idéologiques et politiques comme ça en essayant de convaincre les uns ou les autres. Il faut que quelque chose d'infraverbal, disons, arrive. Je relis parce que j'avais peur d'oublier. En tout cas, ce qu'on disait sur cette histoire d'invraisemblance, machin, j'y vois une lecture avec un peu de distance du nom du cycle, le miracle Capra. Ce que je voulais, c'était rebondir sur ce que vous aviez dit au début par rapport au peuple. Et pour moi, le message, fondamentalement, ça serait un hymne à l'amitié. Plus qu'une histoire d'amour, effectivement, qui est embryonnaire, etc. Mais un hymne à l'amitié avec mention spéciale pour le peuple, où se trouve le lien. Et j'y voyais donc un rebondissement, peut-être un message au directeur de la Columbia, dont vous nous parliez au début. Parce qu'il s'agit pour Capra de dire quelque chose à ce sujet-là, finalement, aussi. Voilà.
Oui, alors justement là-dessus, je veux vous dire une chose, c'est que Capra est allé en Russie juste avant de faire ce film. C'est quand même en Union soviétique, devrais-je dire, puisqu'il a fait il a décidé de montrer, comme il montrait son film précédent à Londres, il est passé par l'Allemagne nazie d'ailleurs, et il est allé en Russie et il a rencontré Eisenstein. Et il a vu Eisenstein, c'était dans un événement public, et il a vu Eisenstein, donc grand cinéaste soviétique, isolé. Il a compris en tout cas quelque chose, lui qui est pas Capra, qui est pas un politique, enfin qui saisit pas comme Chaplin, alors que Chaplin, par opposition à Chaplin par exemple, quand il a fait ses grands voyages où il comprend tout à fait tout ce qui se passe. Et donc Capra, qu'on ne peut pas, disons, soupçonner d'être communiste dans le sens politique du terme, a en tout cas compris quelque chose d'Eisenstein, c'est-à-dire qu'il était isolé par le pouvoir, par Staline. Et à tort ou à raison, il s'est projeté dans la situation de ce cinéaste dont il a perçu qu'il n'était pas en odeur de sainteté auprès du pouvoir soviétique. Et il l'a même dit, il lui a dit, ou il l'a dit à d'autres, je ne sais plus. Enfin, dans la conversation, et c'est peut-être un peu grossier vu d'ici, mais il a dit, mais oui, en fait, chez nous, c'est pareil. C'est pour ça que je réponds, les patrons de studio, ils comprennent pas. Enfin, c'est pas pareil, mais en tout cas, il y a aussi ce problème, c'est que les patrons de studio, c'est des gros capitalistes et ils s'en fichent de l'art. Et voilà. Donc, en fait, il rejoint, si vous voulez... Il rejoint des considérations collectivistes ou communistes même, en dépit qu'il en est. Et c'est étrange. Et c'est pour ça aussi que la politique chez Capra, c'est complexe, parce que c'est pas seulement que c'est un mélange entre la pièce, son scénariste Riskin, qui est clairement de gauche, qui est un juif cultivé, etc., et lui, c'est aussi que lui-même essaye de chercher quelque chose dans ce rapport entre le groupe, le collectif, le peuple, et sa propre situation à l'intérieur des studios, où il aime l'argent. Je veux dire, Capra, il est content d'avoir réussi. La famille qu'il décrit, c'est en partie la famille un peu faux-folle dans laquelle il a grandi. Enfin, il y a quelque chose de biographique là-dedans. Mais c'est aussi une attitude de la famille du jeune homme du film que la sienne, à savoir lui dans sa famille, alors pauvre, d'immigrés italiens, siciliens aux États-Unis, il était mal vu lui comme étant celui qui veut faire l'artiste, qui est un peu mégalo, enfin qui croit qu'il va. Donc il y a aussi ce rejet un peu de la personne rêveuse, la personnalité rêveuse de la famille. Donc c'est vrai que il y a une articulation entre sa position dans sa famille, qui commence à être un peu derrière lui, sa position à l'intérieur des studios, et son idée, disons, d'une espèce de communisme contrarié, on pourrait dire, voilà, de soviétisme contrarié. Voilà. C'était pas... J'avais oublié de vous parler de cette petite visite chez les soviets, mais je trouve ça assez... Oui, c'est juste, plus on parle là de cette famille un peu fofolle, moi j'ai plutôt eu la sensation de voir une grosse boîte à musique, avec notamment toutes les musiques avec le petit xylophone là, qui était très mécanique, et plus j'y repense, plus j'ai l'impression que toutes les scènes étaient très mécaniques et qu'on a des mécaniques différentes, que ce soit au niveau des gros industriels avec l'ascenseur qui s'ouvre, ces gens qui rentrent, toujours une espèce d'ordre un peu militaire avec toujours les mêmes personnes. Et quand on arrive donc du côté des pauvres, on a une espèce d'autre mécanique et on a l'impression que tout est chorégraphié, mais toujours très très
très mécanique et un côté militaire aussi, donc on a l'impression que ça rapproche un petit peu les deux côtés. Je ne sais pas si c'est oui, tout à fait. Non, mais une impression, si c'est volontaire. Non, je pense que c'est tout à fait vrai et que le film s'ouvre quasiment sur lui qui monte, qui dit non, laissez-moi fermer les portes de l'ascenseur et hop, et finit avec get me down, bring me down, voilà. Donc effectivement, c'est-à-dire que le montage lui-même, enfin ce côté zeugme ou je sais pas, cet encadrement par les deux scènes d'ascenseur montantes et descendantes est lui-même mécanique d'une certaine façon. Et effectivement, peut-être que dans la famille, cette maison qui est quand même une scène, bon, certes, il y a l'escalier qu'on peut descendre, mais c'est quand même, par contre, très horizontal. Enfin, ça tournoie plutôt sur un mode horizontal, avec cette idée qu'il n'y a pas de chef, que même le côté pater familias du grand-père, il est contrebalancé par le fait qu'il a toujours ses béquilles. Et puis le grand-père, me semble-t-il, est montré dès le début quand il va à la banque, où on se dit quelqu'un va à la banque, il veut quelque chose, puis en fait on s'aperçoit que non, il est là, on vient le chercher ou on vient pas le chercher. Les autres arrivent, non, il dit j'allais repartir, bon. Et en fait je me suis dit, et il mange des pop-corn, vous vous souvenez ? Et je me suis dit, il y a quand même tout un truc dans le film où il est un peu le spectateur, quoi. Le spectateur, donc il n'est pas tant le grand ordonnateur. Il y a plusieurs figures dans le film de cet homme un peu plus âgé dont on pourrait croire que c'est une figure de pouvoir et qui prend toutes les décisions pour les autres. A priori, le grand-père, c'est un peu ça. Et où, en fait, qui se décale un peu, enfin, qui se recule un peu pour n'avoir qu'une position de spectateur, mais qui est la bonne, d'une certaine façon. D'abord parce que c'est nous, mais aussi parce que ça permet d'avoir la bonne distance. Et je vous dis ça parce que je pense que ça se retrouve à un moment, les gens de la prison, les autres prisonniers s'amusent, enfin, on tout à coup ce regard amusé de « Ah d'accord, c'est un moment c'est un numéro, ok, bah voilà, on se met en mode spectacle. » Et puis le juge, c'est pareil, order, il tape avec son maillet, et puis après, hop, il lâche, et il est spectateur amusé. Donc j'aime bien qu'il y ait ces moments où celui qu'on croit être le grand ordonnateur, d'une certaine façon, est le spectateur. Mais oui, sur ce côté sinon mécanique et boîte à musique, je trouve ça bien vu. Et ça rappelle un peu d'ailleurs un film contemporain, enfin, qui se fait l'année d'après, et vous allez dire que je ramène toujours à ça, mais qui est La règle du jeu de Jean Renoir. Parce qu'il y a un grand limonaire lors de la grande séquence, très très longue séquence finale de La règle du jeu avec tous les invités. Et cette idée aussi que on est dans un endroit qui fait comme un gros bloc, qui est un peu une scène de théâtre, mais transformée par le cinéma et transformée un peu en boîte à musique, presque qui s'emballe en fait. Parce que dans cette idée de mécanique, il y a toujours un emballement possible et un enrayement. C'est quelque chose qui justement tourne pas rond, ou bien la ballerine qui tombe, ou ce genre de choses un peu trop forcées, quoi. Alors, je vais faire une remarque. Juste dire que j'aime beaucoup la scène. Alors, j'ai oublié les noms, mais quand il y a le père de James Stewart qui est au sommet de la gloire, donc il y a ce type qui l'a ruiné là en fait, qui vient lui. Qui jouera le juge dans. Ouais, Ramsay, merci. Le juge dans Mr. Deeds. Et donc il vient un peu finalement illustrer le titre, enfin en disant voilà, ne l'emporterez pas avec vous, mais j'ai été surpris parce qu'en fait dans cette scène, on reste toujours derrière lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chant contre chant. Je crois qu'on le voit un peu au début, mais pendant tout ce discours en fait qui est super fort, qui lui dit en fait, on voit uniquement le personnage, mais de loin en plus, entouré de ses collègues, etc. Et j'ai trouvé ça assez gonflé mais dans la mise en scène. Comment tu l'interprètes ça du coup? C'est parce que du coup on est concentré sur le message et on voit la réaction en fait. Moi je trouve très beau, et il est très bon quand même, Edward Arnold, l'acteur. C'est pour ça que
justement son côté imposant, sur le volume qu'il prend et tout ça pourrait faire croire que là encore que qu'il incarne quelque chose de très manichéen, quoi, le gros méchant comme ça. Et en fait, il est très très fin dans son jeu. Et effectivement, il y a tous ces... En fait, le film est aussi lent, je crois, parce que il faut le temps de la décision. C'est-à-dire que autant le happy end, vraiment la toute fin où tout le monde danse et chante ensemble peut être forcé, autant le processus de décision du banquier de ne pas faire la fusion, etc., est vraiment en plusieurs étapes. Et je trouve ça assez... Par exemple, le fait qu'il demande plusieurs fois « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Il entend, on lui dit que le type est mort, et puis il refait le geste, il redemande « Qu'est-ce que vous avez dit ?» etc. Donc il y a ce côté... il me semble qu'à ce moment-là, par le rythme et par ce que tu dis, c'est-à-dire le choix des cadres, disons... inhabituel par rapport à un chant contre chant où justement on se dirait ce type faut lui donner son humanité, enfin avant qu'il disparaisse, on sait qu'il va mourir, parce que tout ça est évidemment, je l'ai pas redit, mais dans un contexte d'après la crise de 29, mais on s'en souvient encore, on se défenestre en 29, bon, donc on sait très bien que tout ce cinéma, il est le cinéma de la crise et de plus en pouvoir de toutes les conséquences de chômage et de tout ce que ça veut dire de la crise. Donc on n'a pas besoin, c'est plus fort par exemple que quelqu'un dise en fait on l'a retrouvé mort après, que là de le faire mourir sur pied. Non, mais tous ces gestes-là me semblent en fait participer du double rythme de Capra. C'est-à-dire qu'il y a ce côté mécanique, tourbillonnant, forcé, trop rapide, puis il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux. Et cette lenteur-là, beaucoup plus réaliste du point de vue de la décision, comme par hasard, elle est quoi ? Elle est que le type, on lui dit quelqu'un est mort. C'est-à-dire qu'il y a mort d'homme, en fait. Et le film, me semble-t-il, toute cette partie-là, toute la famille du banquier, le couple, la mère toujours en colère contre cette mésalliance, etc., j'ai l'impression que le point de fuite, c'est la mort. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on voit toute la morbidité de leur comportement social. Et que derrière cette rigidité, ce pouvoir, ces aigreurs d'estomac, toutes ces petites choses qui pourraient être un peu anecdotiques, pittoresques, etc., en fait, elles ont un vrai poids, il y a quelque chose qui oblitère, quoi. Alors ça arrive tard dans le film, mais là encore, par ce travail de mise en scène et de rythme, on comprend que c'est véritablement mortel. Ce qui est dit d'une certaine façon, c'est-à-dire vous ne l'emporterez pas avec vous, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, une fois qu'on meurt, vous êtes bien avec tous vos millions. Bon, oui, mais c'est beaucoup plus fort de le montrer dans cet échange-là, bien sûr. Ouais. Et bien justement, ça me permet de rebondir à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la mort et tout ça, qui est déjà présente au départ, quand même, oui. Parce qu'on le voit apparaître comme étant le quasi-Satan, quand même, Kirby, celui qui est tout content parce qu'il fabrique des choses qui tuent, quoi, hein. et qui veut prendre le contrôle de tout ce marché-là. Et je fais le lien avec la question de La vie est belle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous disiez que Barrymore est parfois un peu spectateur et un peu ordonnateur, ça se retrouve tout le temps, ça, en fait, hein. Dans la première scène, justement, à la banque, on voit bien qu'en fait, il repère le Poppins, là, qui fait mécaniquement son truc et qui s'emmerde au boulot terriblement, et puis il agit toujours pour que les personnages s'avouent à eux-mêmes ce qu'ils veulent vraiment faire et ce qu'ils veulent pas faire. Il le fait vraiment avec Kirby, ça prend du temps, mais il finit l'amadouer avec l'harmonica, etc. Il le fait avec Poppins. Il le fait aussi évidemment avec James Stewart quand il lui dit mais vraiment t'es pas trop finot, si tu veux chercher ton amoureuse va là-haut, c'est écrit sur la malle, quoi. Et il est dans tout ça, quoi. Donc il a vraiment un rôle, je trouve, c'est pour ça que je pensais à La vie est belle, hein. Il y a un côté angélique chez lui,
qui tranche évidemment beaucoup avec le personnage de Kirby, mais que là, pour le coup, c'est la grande victoire du bien contre le mal, si cher aux Américains, où là, on a vraiment l'impression que le semi-dieu Ange Barrymore a réussi à convertir le Kirby, quoi. Oui. Ou on peut dire qu'il est maïeuticien, si on veut pas. Mais c'est vrai qu'il fait aussi le bénédicité, donc ce serait plutôt le côté catholique de Capra. Même si, puisqu'on a ouvert ce cycle sur la femme au miracle, on sait que le rapport à la religion est quand même toujours plus compliqué chez Capra qu'on peut croire. Ouais, mais c'est vrai, c'est transformer les autres, mais à un niveau individuel, disons. Je voulais juste dire que le livre préféré de Capra, c'était Walden, ou La vie dans les bois, de Henry David Thoreau, justement, qui a aussi écrit La désobéissance civile, et que donc tout ça s'articule avec l'individualisme philosophique américain, à la fois cette tentation d'être une sorte d'ermite, et puis en fait le côté libertarien, qui peut être très réactionnaire comme progressiste, mais qui s'articule avec la scène des impôts, le type qui ne veut pas payer ses impôts, et bon, qui n'est pas très convaincant pour des Français, je pense, mais parce qu'on lui dirait mais les routes, les crèches, mais en tout cas qui est logique avec cette idée de Walden, et la présence de cette philosophie-là de l'émersonisme et de Thoreau et tout ça dans le cinéma, elle est récurrente. Vous la retrouvez aussi chez Douglas Sirk, par exemple, dans Tout ce que le ciel permet. Enfin voilà, ça court tout au long du cinéma hollywoodien. Oui, moi, je voulais attirer l'attention sur les personnages qu'on voit dans cette maison, et surtout sur leur métier. En fait, c'est que des artistes, quasiment, quoi. Et si on regarde les arts qu'ils pratiquent, même l'homme avec son masque, enfin qui ramène le masque, la pyrotechnie, la danse, la musique, l'écriture, on retrouve en fait toutes les composantes du cinéma, en fait. Et en fait, je me demande si le film n'est pas vraiment un plaidoyer justement pour la défense d'un cinéma artisanal par rapport au capitalisme qui... Alors en plus, on arrive à l'époque des majors, quoi. Si on regarde, c'est le moment où elles ont commencé à vraiment prendre le pouvoir sur le film. Et voilà, donc je voulais savoir un peu, je voulais lancer un peu l'idée. Oui, les majors, qu'est-ce qui change à ce moment-là ? Je veux dire, sans les majors, donc la petite major, mais quand même Columbia, il n'y a pas Capra. Et sans Capra, et peut-être que Columbia aurait fermé. Donc c'est les deux. Il a un rapport de dépendance, et à l'inverse, c'est eux qui dépendent de lui à présent, puisque à partir de New York, Miami en 1934, voilà, c'est un énorme succès pour eux, grâce à lui. Et effectivement, bien sûr qu'il a une vision artisanale, mais on pourrait dire de tout, enfin des rapports sociaux, de tous les... et du cinéma aussi, mais il peut pas... je pense qu'il ne pourrait pas l'affirmer de manière frontale, parce que le système des studios... c'est artisanal sans l'être, même quand lui le fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il a besoin que ce soit Charles Walker, que ce soit des grands chefs de poste, voilà, qui travaillent au meilleur de leur capacité et de métier, qui travaillent avec lui. Donc le mot artisanal, ce serait un peu osé de la part de quelqu'un qui travaille dans les studios hollywoodiens de parler d'artisanat et de cracher, disons, ouvertement sur le capitalisme. Il le fait. C'est déjà très osé, à tel point que juste au moment où sort ce film, ou je ne sais plus si c'est un peu avant ou un peu après, est révélé, enfin il y a plusieurs articles dans la presse sur le fait que Capra est devenu millionnaire. Il est à un point où lui-même il s'est enrichi, et où en fait c'est quand même un petit peu gros de dire texto dans un film la vraie richesse c'est l'amitié, alors que votre fortune est rendue publique, et que vous vous êtes grassement enrichi en faisant des films, vous voyez. Ça, c'est beaucoup de cinéastes, non ? Oui. C'est le paradoxe. Mais vous parliez de Chopin tout à l'heure, non ? Oui, parce il a quand même récupéré il place Chopin. Plusieurs références à Chopin dans le film. C'est à l'époque où il devait faire le film avec la Columbia, du coup, c'est ça ?
Ouais. Et du coup, il était un peu en prise de bec avec eux, non? Enfin, il y a quand même un message. Oui, le projet Chopin n'était pas encore complètement abandonné. Donc, il reglisse ça à l'intérieur de ce petit cirque qui est effectivement allégorique du fonctionnement. Enfin, on a l'impression qu'il a des comptes à rendre quand même. Oui, mais ce que je voulais dire sur le rapport aussi au major à ce moment-là, c'est qu'en fait, avec la crise, avec l'effondrement ils ont été beaucoup... Enfin, en fait, les majors avaient beaucoup investi à Wall Street, etc. Donc, il y a eu une crise, y compris pour les majors. Un peu moins Columbia que les plus grosses, parce que plus elles étaient grosses, plus elles avaient investi, spéculé. Donc finalement, plus elles avaient perdu. Mais il y avait cette idée. Il y a un durcissement, il y a un problème dans le financement du cinéma à cause de la crise. Pas tant parce qu'il y avait moins de spectateurs, en fait. Parce que le cinéma était un loisir pas cher, donc même les pauvres, voilà. Et puis il fait chaud dans la salle et tout. Mais c'est plutôt ça. C'est aussi qu'elles se sont rendues dépendantes. Hollywood s'est rendu dépendant de Wall Street, en fait. Et juste pour terminer aussi, en tout cas, moi quand je vois le film, j'ai beaucoup de mal à définir sa ligne politique. Enfin, on la voit à peu près, c'est très libertarien. Enfin, il y a quelque chose quand même de. Mais par contre, dès que ça touche au monde du cinéma, ça devient le message a l'air d'être assez clair. Et du coup, ça m'étonne parce que dans Mr. Deed, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait le propos presque inverse sur l'opéra quand justement il devait investir sur l'opéra, etc. Donc je me demandais quelle était sa position un petit peu à ce niveau-là par rapport à l'art. Dans Mr. Deeds, l'idée c'était mais je comprends pas pourquoi l'opéra perd des millions si c'est quand même un business, donc vous devriez en vendant des tickets, je vois pas pourquoi vous me demandez mon argent à moi. C'est que vous devez mal faire le commerce de l'opéra et là quelqu'un devait lui expliquer que c'était de l'art, mais il me semblait, alors toujours les mêmes acteurs en plus qu'on reconnaît là, c'est il me semble, alors Deeds était plutôt du côté du bon sens entre guillemets, justement du petit commerce. Il comprenait pas la nécessité de donner des subsides à l'art. Donc là, comment vous voyez ça comment dans celui-ci? Non, parce que je me demandais quelle position. Enfin, dans celui-là, il défend une position artisanale assez claire. Ouais, quoi. mais donc, c'est plus qu'artisanal, c'est que c'est une autarcie en fait. Et c'est là aussi où on a pu, si on voit le film, disons que dans son contenu scénaristique comme ça, on voit plus le manichéisme, on voit plus les contradictions avec le fait que Capra était lui-même devenu riche, etc. Enfin, ça me semble du coup moins intéressant, en gros. Et ça a été pointé. Ces contradictions, elles ont assez vite été pointées. Donc, et c'est pas tant artisanal que j'arrive pas à trouver le mot, mais ça me non, le mot m'échappe, mais je pense que c'est en autarcie, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est important, mais c'est un peu faux. L'idée que, par exemple, il a sa collection philatélique. Et qu'ils sont propriétaires. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas un film, mais c'est ça sa particularité. Ce sont des propriétaires et ils génèrent quand même de l'argent. Ce sont pas des artistes, justement. Donc c'est cohérent avec ce qui est dit dans Mr. Deeds. Chacun arrive à générer un revenu aussi dingo qu'il soit. C'est ce qui fait que le film n'est pas communiste. Enfin, pour moi, c'est pas communiste dans le propos, sinon il n'y aurait pas ça. Et eux, c'est pas les plus bas. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de terre, ceux qui n'ont pas d'appartement, pas de maison, c'est les voisins qui vont être expropriés, mais qui sont des locataires. Et on pourrait reprocher scénaristiquement au film de les laisser quand même beaucoup à l'arrière-plan. C'est centré sur une famille du coup d'aristocrates de par leur profession libérale si on veut ou leur côté artistique qui génère quand même de l'argent. Et c'est assez marrant le truc des cartons qu'ils impriment et qu'ils mettent dans les boîtes de bonbons et comment on peut être révolutionnaire malgré soi d'une certaine façon. Tout ça est très embrouillé, quoi. C'est-à-dire les rouges et les blancs, en même temps le russe qui doit être un russe blanc qui vient s'incruster chez eux et qui joue les piques-assiettes. Enfin, c'est une sorte de salmigondie politique, mais on ressort quand même cette espèce d'aristocratie problématique politiquement et pas très
pas très reproductible comme modèle. Enfin, en tout cas, c'est vraiment en autarcie, quoi. Et sur ce point-là, par rapport au film précédent qu'on avait vu, je crois que vous avez employé le mot de poujadisme. Et en fait, c'est très cohérent. Enfin, le discours de Gary Cooper sur l'opéra, où en fait il essaye de leur faire comprendre qu'en fait leur truc, c'est sûrement pas avec leur argent avec son argent qu'ils doivent compter pour faire leur histoire. Il n'est pas contre qu'ils fassent de l'opéra, mais ils doivent se débrouiller. C'est exactement le même discours que Barrymore avec le type des impôts. C'est ça, il essaye de... D'ailleurs, au bout d'un moment, il dit « Mais qu'est-ce que vous me prenez la tête ? Ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin d'argumenter là-dessus. » Et du coup, le côté qui est vraiment, effectivement, un peu... Pas ambigu, mais qui est un peu gonflé, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'ils ont les moyens de se débrouiller tout seuls. On ne sait pas trop comment, mais ils se débrouillent tout seuls. On comprend parce qu'il est expert en philatélie. Exactement. Et donc, ils ont quand même les moyens d'eux. Et ils arrivent à tenir sur cette façon-là, justement, en ayant créé autour d'eux un élan de sympathie, amitié. On disait qu'il avait un côté un peu angélique. Mais en fait, finalement, le message, c'est... en fait, ils n'ont pas besoin de mon argent. Il suffit que je leur donne mon amitié. Ils sont contents comme ça. Et d'ailleurs, dans la scène du procès, c'est carrément, il arrive à les faire payer sans leur demander quand même. C'est un impôt, de l'amitié. Le truc est assez remarquable quand même. Un impôt sur l'amitié. Il y a une capacité à garder, il donne son amitié, il est bienveillant, tout ce qu'on veut, c'est un mot à la mode ça aussi, mais il est quand même sur un truc où, bon voilà, chacun chez soi quand même, et effectivement, alors après il s'autocritique quand même un tout petit peu, parce qu'effectivement sur la fin, quand il est sur le point de... Enfin, il n'est pas sur le point, il a vendu sa maison. Il y a des gens qui lui font remarquer que, en fait, les autres, ils vont devenir quoi ? Il est un petit peu sur le truc. Alors, sauf si on se dit que, en fait, tout ça, c'était quand même bien... il y avait un côté, il faut que tout change pour rien que change. C'est justement en menaçant de se barrer que, finalement, les choses vont se remettre à leur place. Mais enfin, quand même, il y a un côté assez égoïste. Je pense que c'est le terme qui va bien, sous des côtés philanthropistes. Mais c'est ce qui est lié à ce côté individualiste et société. Oui, il y a des limites politiques à cet individualisme, disons, modifié par le catholicisme, de l'entraide, du bon voisinage, d'aime ton prochain, etc. Effectivement, l'entraide s'arrête quand ça devient un collectivisme organisé et où ça devient à son tour de devenir une forme où ça va entraver les fantaisies individuelles. Moi, je trouve que politiquement, disons historiquement, on ne peut pas tout à fait donner tort au fait que effectivement, à partir du moment où vous organisez l'entraide, elle peut elle-même devenir un système de coercition. Donc, sauf que c'est quand même une forme d'aporie. Il n'a évidemment pas la réponse, sauf à l'intérieur de son histoire, mais plus précisément à l'intérieur de sa maison, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut nous faire advenir, et c'est ça que j'aime bien, qui est en fait honnête, à mon avis, de la part de Capra, il nous fait comprendre que son happy end, c'est une modélisation, et c'est quelque chose d'utopique, et que ça a lieu à l'intérieur de l'écran et à l'intérieur de cette maison. Et je trouve choquant de voir un décor, en fait, toujours au cinéma, dans le cinéma classique, quand un décor est vandalisé, ou quand, dans le burlesque, par exemple, ou chez Lubitsch, ou quand un décor est entièrement vidé comme ça, je trouve que ça nous fait quelque chose. Je veux dire, de plus, au-delà du réalisme de on déménage, c'est pas possible. On nous enlève notre décor du film. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit revenir comme c'était avant. Donc en fait, et ça, je trouve ça hyper fort, parce que quand on les voit vider la maison, on se dit non, ça peut pas se terminer comme ça. Où est rendez-moi le xylophone. C'était un décor très surchargé, etc. Et ça n'est pas possible que le film finisse en vidant son décor. Il y a quelque chose de pas organique, quoi. Ça, il arrive rien que dans la mise en scène. Du coup, c'est là où ça tient. C'est là où cette régression, le fait qu'il suffit de dire « Ah ben, il nous a racheté notre maison ».
Bon bah, on l'avait vendu, il l'a racheté, enfin on l'a racheté, etc. Enfin c'est complètement ce côté régression possible, enfin retour en arrière est complètement artificiel, mais il est désiré par le spectateur, je trouve, du point de vue purement visuel et du décor, quoi. Je sais pas si vous vouliez, ouais. Parce qu'il y a une parole masculine plus marquée. J'ai trouvé la scène au tribunal curieux. Ah oui. Le procureur ou le juge était pratiquement d'emblée du côté du peuple. Du côté, voilà. Ouais. C'est plutôt étonnant. Oui, moi je pense qu'il rejoue la scène de Deeds. Il rejoue la scène de Deeds parce que même le plaidoyer de Jean Arthur avec sa voix comme ça particulière, un peu gutturale au perché, à mon avis, c'est vraiment l'apogée de Deeds d'une certaine façon, ce procès où vous vous souvenez, Gary Cooper ne dit rien et puis à un moment il parle et tout ça, et où en plus il y a un côté méta, il dit lui, le juge il fait ça, il écrit comme ça sur son papier, enfin c'est toujours ça, hein, c'est chacun a ses particularités. C'est comme les personnages là dans la scène du procès de Deeds, c'est lui il se gratte l'oreille, lui il dessine des ronds sur sa feuille, etc. C'est la même chose, hein, les deux sœurs pixelated, les deux voisines faux folles de Deeds, il y en a une d'ailleurs qui joue la mère de la jeune femme, c'est la même idée, quoi. C'est-à-dire qu'on est fou, enfin tout le monde est fou, chacun a sa particularité. Donc je pense qu'il a voulu rejouer cette grande scène, sauf que c'est un peu sur un mode mineur. Je suis d'accord. Oui, voilà. Je trouvais l'autre film, la scène était plus convaincante que dans ce film-là, à mon avis. Mais on pourrait presque dire ça de toutes les scènes du film, sauf que la présence de James Stewart, pour moi, apporte une espèce de douceur, de tendresse, d'intimité, de profondeur humaine que d'autres n'apportent pas, que même Gary Cooper, finalement, n'apportait pas. Donc ça infléchit le film. Mais finalement, toutes les scènes qui étaient des scènes condensées et fortes dans Deeds sont beaucoup plus dissoutes, diluées dans celui-ci. Eh ben merci, et puis alors donc à la prochaine. Et oui, le mois prochain, ça sera donc Monsieur Smith au Sénat. Le grand film de Capra, Monsieur Smith au Sénat, avec donc James Stewart. Merci Charlotte.